Bonjour tout le monde. Ah, Est-ce que vous nous entendez bien? On lance le webinaire. Je crois qu'il y avait un souci de son. Ravi de vous avoir tous parmi nous. Merci d'être nombreux. On attend une centaine de personnes aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose déjà, je vais partager mon écran pour qu'on puisse tous suivre ensemble la présentation. Peut-être Pierre, en attendant, tu peux te représenter, dire un petit mot d'intro. ouais, ok. Et juste vérifier le partage d'écran. Ok. Et du coup, en attendant que pour ceux qui n'auraient pas, donc moi je suis Pierre des Lumco, ça fait de chérir nos clients stratégiques. Le deuxième volet, c'est de développer Lumco à Paris, mais pas que. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vient d'ouvrir notre nouveau bureau lillois il y a un peu plus d'un mois, avec déjà de très beaux projets qui ont commencé et qui vont bientôt commencer. Et puis, deux nouveaux bureaux à venir probablement sur début 2026. C'est les sujets chauds du moment. Très bien. Est-ce que je vous propose peut-être un mot d'intro qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Notre vision du marché, surtout ce que montrent les chiffres, vous verrez qu'on a des insights très intéressants. On va surtout comparer par rapport au S1 de l'année dernière. Et un autre radar qu'on aime bien regarder, c'est la perception des clients. On a identifié quelques signaux faibles et on va être ravis de les partager avec vous. Donc, comme je disais, c'est un format interactif. N'hésitez pas à poser vos questions et à interagir sur le chat. Cassandra, qui est Head of Community, sera ravie d'y répondre et de modérer toute cette partie-là. Ce sur quoi on ne va pas forcément venir aujourd'hui, c'est toute la partie fonctionnement, les missions de Lumco, comment être appelé, etc. N'hésitez pas à solliciter Cassandra pour ça et puis on aura l'occasion de se reparler dans les prochains jours. Peut-être en mode intro. Le son, c'est toujours pas stabilisé. On a du nouveau matériel dans nos nouveaux bureaux, mais visiblement, tout n'est pas encore très bien ficelé. Est-ce que vous nous entendez correctement? Oui, je vois un pouce. Ok. Ouais, mais c'est pas top top. Ouais. On va débrancher la pieuvre. Normalement, ça devrait être mieux. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux? Ah, super, ça a l'air bien. Merci. Ok, désolé pour ces petits couacs techniques de nouveaux bureaux, qui sont très chouettes d'ailleurs. On a emménagé il n'y a même pas une semaine. Donc on est encore en phase de découverte. Peut-être rapidement en introduction, juste un petit rappel sur Bloomco, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc ce que je disais, fondé en 2017, aujourd'hui on fait un peu plus de 5000 consultants indépendants et grâce à cette belle communauté, on a piloté un peu plus de 350 projets en 2024 chez nos clients qui sont à 80% des grands comptes, tous secteurs confondus, même si on conserve un ADN historique sur le retail, le luxe, les services financiers et les services. On y reviendra juste après. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait chez nos clients? Il y a 4 use cases sur lesquels on les accompagne, soit des phases 1 de cadrage stratégique, où on intervient principalement pour du CODIR ou du COMEX, puis sur la phase d'exécution opérationnelle des projets, ou deux autres use cases qu'on voit de plus en plus d'ailleurs, soit sur l'expertise ciblée des missions spot de quelques jours ou quelques semaines, notamment depuis 6 mois sur les sujets IA, ou dernier use case sur du management de transition. Et puis, trois formats d'intervention, soit avec un consultant qui intervient pour piloter aux côtés de nos clients un projet. On monte aussi de plus en plus d'ailleurs d'équipes projets complètes qui peuvent aller de 2 à minima jusqu'à une petite dizaine de consultants. Ça donne des formats d'intervention très sympas et c'est là où on vient aussi challenger les BCG, McKinsey historiquement sur leur terrain de jeu. Et enfin, des managers de transition. Je l'évoquais en introduction, Bloomco, alors on est dans nos nouveaux bureaux à Paris, à Rufus-le-Drouot, notre nouveau bureau à Lille, donc un bassin historique plutôt en Île-de-France, mais pas que, on intervient un peu partout dans le monde, et c'est aussi la flexibilité du modèle qui nous permet d'être présents avec une réponse ultra locale pour répondre aux enjeux spécifiques de nos clients.
Et rapidement, alors ils n'y sont pas tous, mais le but du jeu, c'était aussi de vous partager les nouveaux clients qui nous font confiance sur ces derniers mois. On voit une percée, et ça c'était volontaire et stratégique de notre part, sur les services financiers, avec des référencements au sein du groupe BPCE et de BPI. Et d'autres sont en cours de négociation avec les achats. Et puis le luxe, il nous manquait un seul gros logo. C'est chose faite depuis d'ailleurs la semaine dernière, c'est tout frais, qui est Chanel, une très jolie maison où je pense qu'il y a pas mal de projets super intéressants à aller faire à leur côté. Ce que je vous propose, comme on l'a promis, c'est un décryptage des chiffres. Évidemment, c'est notre vision Bloomco. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez observé. Justement, par rapport à ça, j'ai fait un petit sondage cette semaine pour demander à ceux qui ont pris le temps de répondre comment est-ce que vous avez perçu là ce début de trimestre. C'était marrant parce que c'est très révélateur ce qui a été partagé par les répondants, à peu près 200 personnes qui ont répondu avant ce matin. Vous êtes à peu près 2 tiers à trouver que le marché est encore flou, encore en recul, stable mais toujours tendu. Et justement, on va y revenir, on va faire un focus sur les expertises clés. Plus positif, à peu près un peu plus d'une personne sur 4, on retrouve une dynamique par rapport au trimestre dernier. Et ce sera l'occasion, justement, quand on va vous partager notre projection, de revenir sur ce qui a bien fonctionné et ce qu'on voit pour la fin de l'année. Hélène pose une question, quel type de mission chez elle? On peut peut-être revenir après sur toutes les questions. On va pas vous livrer tout mon secret dès maintenant. Hélène, en réalité, des besoins très standards sur le luxe. On y revient juste après, tu auras tes réponses. Peut-être pour commencer, ta vision, Pierre, qu'est-ce que tu as vu ce semestre? Sur ces 6 premiers mois, assez atypiques. J'ai intitulé une reprise sous tension, une exécution sous pression. Ça, je pense que vous l'avez tous constaté dans vos missions sur 2025, avec quelques signaux intéressants qui sont assez révélateurs. Un deal flow côté M&A qui repart. Pourquoi ce KPI est intéressant à suivre? C'est qu'en principe, qui dit opération M&A qui se remettent en place, dit plan de transformation, intégration, PMI, donc ça bouge derrière. Et puis, deuxième grand volet, des projets de transformation et de restructuration qu'on commence à voir revenir, qui avaient un peu disparu courant 2024 et qui, à mon sens, mais on y reviendra juste après, devraient s'accélérer sur S2 notamment. Avec une reprise qui va être très sélective, très exigeante, des exigences des clients qui sont extrêmement élevées, qui veulent toujours plus rapidement des résultats. Et par les résultats, j'entends notamment un ROI immédiat et mesurable sur l'ensemble des projets. Ça, c'est un vrai changement de mindset côté client où Covid, post-Covid, on était sur des attentes de ROI à horizon 3 ans. Aujourd'hui, l'ensemble des projets doivent être rentables à horizon 12 mois, sinon ils sont coupés. Avec un focus particulier que j'ai fait ici sur 4 métiers. Pourquoi ces 4 métiers? C'est les métiers sur lesquels on est les plus sollicités et sur lesquels il y a le plus de projets, du moins de ce qu'on voit au quotidien chez nos clients. Effectivement, les directions financières qui sont extrêmement sollicitées sur ces 6 premiers mois, avec des sujets de cash, des sujets de marge, des sujets de carve-out aussi, ou de maintien ou pas de certaines activités. Côté supply chain, ça c'est aussi dans la même optique sur comment est-ce que j'anticipe plus vite, comment est-ce que je décide plus rapidement et comment est-ce que je pilote plus finement mon activité et notamment ma production, mon sourcing, réduction aussi de la dépendance à certains fournisseurs. Côté data, ce qu'on a observé, c'est que les chief data qui étaient, je dirais peut-être un peu les rois Covid post-Covid, aujourd'hui sont sous pression. Pourquoi? Parce que, bon, ça vous l'aurez tous entendu, démocratisation de l'IA, seulement il y a des bases qui ne sont pas forcément là aussi, en termes de gouvernance de données notamment, et puis toujours ce delta entre les compréhensions ou les use cases voulus par les équipes data et par les équipes métiers. Et là aussi, on y reviendra, mais de gros sujets sur S2 qui vont émerger. Et enfin, les directions IT qui doivent d'une part assurer le run,
tout en étant challengés notamment sur les enjeux de cybersécurité et de modernisation pardon, de leurs ERP qui peuvent être un peu vieillissants, le tout dans un contexte où il y a une vraie pression budgétaire qui est faite sur la direction IT notamment. Il y a une question intéressante sur le chat de Ahmed qui demande est-ce qu'on a des use cases d'IA dans la partie projection prévision financière? Ouais, complètement. Complètement et super intéressant d'ailleurs, puisque hier j'étais avec la CFO, les membres de l'équipe, en rencontrer la CFO d'une des grandes maisons de luxe et elle nous faisait part de ses enjeux justement sur S2 et 2026. Et il y avait deux sujets, c'était la supply et la finance. Et notamment, comment est-ce que j'intègre l'IA ou des automatisations pour avoir un meilleur prévisionnel de mes résultats financiers. Donc là, sans rentrer trop dans le détail, mais on va avoir, en fonction des niveaux de maturité, soit certains comptes CAC 40 qui sont déjà un peu plus matures et qui ont mis en place des solutions d'intelligence artificielle qui leur permettent d'avoir accès à un prévisionnel de PNL, et notamment un enjeu de comment est-ce que je fais en sorte que mes métiers puissent avoir accès à ces données-là, les comprendre et les utiliser dans leur quotidien. Et à l'autre extrême, niveau de maturité plus faible, on va être sur vraiment des mini use cases d'IA appliqués à la finance sur comment est-ce que j'automatise mes reporting, comment est-ce que je fiabilise ma donnée, qui sont souvent les premiers use cases pour s'attaquer et faire émerger finance et IA. Donc ça dépend vraiment du niveau de maturité. Il y a aussi quelques sociétés qui se lancent sur de l'analytique avec Copilot, l'outil IA de Power BI qui permet de tirer des grandes tendances, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est que le début. Ouais, on est vraiment au tout début, hein, avec une approche qui est quand même marquée par les 3-4 dernières années dans lesquelles on a vécu, où le marché du conseil était ultra florissant, l'argent était plutôt facile et les budgets étaient faciles à avoir chez les clients, où là, il y a une vraie pression sur n'importe quel projet qui est lancé, qui doit prouver sa rentabilité à horizon 12 mois. Et c'est devenu un des top critères pour avoir un budget et des ressources donc aujourd'hui chez nos clients. Et ça change complètement l'approche. Et donc, les use cases qui doivent être choisis par nos clients sont ultra importants de bien sélectionner les deux, trois use cases où ils vont pouvoir prouver à horizon 12 mois que c'est rentable pour débloquer de nouveaux budgets et donc de nouvelles ressources pour s'attaquer à des projets de plus grande ampleur. Il y a un sujet aussi sur des missions supply. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure, Ouais. justement, sur la partie optimisation, opération, réduction des coûts. Et sur le marketing, pareil. Je vois, on y répond juste après. J'y arrive. Donc là, c'était un focus plutôt sur les fonctions aval. Moi, je voudrais revenir sur les fonctions amont, là où historiquement, on avait beaucoup de missions en marketing, stratégie marketing, branding. D'ailleurs, Hélène, c'est des sujets que tu connais bien. Branding, refonte plus globale de la direction marketing, par exemple. Aujourd'hui, je constate un net recul des missions en marketing. Je l'explique comment? Forcément, des budgets plus restreints. Les clients ont tendance à se recentrer sur des expertises plus opérationnelles, comme le disait Pierre tout à l'heure, par exemple sur la supply, l'optimisation des stocks, la réduction des coûts. Et on constate beaucoup moins de projets lancés. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure sur les missions qui sont annulées. Là, les projets qu'on a vus sur les sujets marketing et vente sur ce semestre, c'était plutôt de l'optimisation de CRM, la data client, et donc des projets vraiment opérationnels marketing versus, comme je disais tout à l'heure, plutôt du branding ou même de l'acquise. Donc 9% de missions de moins par rapport à S1. C'est la première fois qu'on voit un tel ralentissement sur cette expertise. Et le deuxième focus que je voulais faire aujourd'hui, c'est sur la stratégie. Toujours un ralentissement confirmé par rapport à S1 2024. Comment est-ce que je l'explique? On voit très peu de grands projets de transfo à portée stratégique, forcément. Quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde par rapport au moment entre deux crises, donc plutôt 2022, début 2023, on est encore très loin du nombre de missions strat qui sont proposées aujourd'hui par les clients. Historiquement, c'était plutôt 8-10% des missions en stratégie. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3. Donc, ça reste assez faible. Et l'autre constat intéressant que je remarque, c'est sur le volet stratégie d'innovation, puisque ça fait partie des missions que nous, on prend en mission stratégie. Là où, historiquement, il y avait des missions stratégie d'inno sur le lancement d'offres, le lancement de nouveaux produits,
Aujourd'hui, tous les clients vont dans la même direction, l'IA, automatiser, améliorer, l'IA augmenter, l'IA générative, les IA agentiques, etc. C'est encore d'autres types de use cases. Mes chers administrateurs, une note positive quand même, j'y reviendrai après, mais à mon sens, autant le marketing et les ventes, j'anticipe peu d'évolution sur S2, autant sur la strat, on est sur un gel global des nouvelles strats et des plans strat depuis un an. Les entreprises ne vont pas avoir le choix que de s'y remettre. Et ça, sur S2, je pense qu'il va y avoir une reprise et on commence à la sentir. On y reviendra juste après. Donc, il y a une note d'espoir sur la stratégie quand même. Pour poursuivre, j'aime bien regarder les seniorités, enfin les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de seniorité. Alors, je sais que des fois, ça amène à des débats. Je vous donne notre vision et ce que nous, on a observé là sur ce semestre. Encore plus qu'avant, les clients veulent s'appuyer sur des profils qu'on appelle confirmés, c'est-à-dire 6 à 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est un léger recul par rapport à S1 de l'année dernière, mais c'est là où on a une majorité de missions pour le moment. Presque une mission sur deux où les clients veulent quelqu'un entre 6 à 10 ans d'expérience. Pourquoi? Bah, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs ce matin. Ça permet d'assurer le run pour un prix plutôt intéressant par rapport à des profils très expérimentés. Des exemples de missions ici, c'est au niveau pilotage de projet ou intérim d'un middle manager. Ce que je remarque et qui est nouveau depuis ces derniers trimestres d'ailleurs, c'est que les clients veulent de plus en plus s'appuyer sur des profils plus juniors, 3 à 5 ans d'expérience, 9 points de plus par rapport au S1 2023 et 12 par rapport à S1 2024 et 12 par rapport à 2023. Forcément, c'est des profils qui sont moins chers, donc plus accessibles pour les clients et qui leur permettent de se focus sur le quotidien. Aujourd'hui, typiquement des profils en chef de projet qui vont travailler sur des projets beaucoup plus opérationnels. C'est le premier point. Et le deuxième point, forcément, plus ils cherchent des analystes ou même des analystes data. D'ailleurs, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure sur le volet accompagnement des CDO, avec une expertise data qui fait la différence parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans les projets qu'on constate, une grande majorité des missions, en tout cas sur les profils plutôt data, IT et junior. Je vois pas mal de réactions dans le chat, une réaction de Lilia notamment. Si, si, évidemment qu'on va au-delà de 10 ans. Et pour rappel, chez Bloomco, on a la communauté est constituée de profils qui ont de 3 à 30 ans d'expérience. Pour faire simple, là, c'est juste une photo de ce qu'on voit au quotidien et de ce que demandent les clients sur ces 6 premiers mois de l'année. Ce qui ne nous arrange pas forcément d'ailleurs, hein, pour être totalement transparent, puisque vous connaissez notre business model et plus les taux sont élevés, plus je suis satisfait. Et mathématiquement, les profils les plus juniors et confirmés ont des taux plus bas. Donc ça ne nous arrange pas forcément, mais c'est une réelle tendance aujourd'hui de ce que veulent les clients. Mais c'est simple, hein, il n'y a pas de gros projet strat. On doit juste faire tourner le run. Donc forcément, il n'y a pas besoin de profil extrêmement senior. Mais encore une fois, je reboucle avec la slide précédente, ça devrait changer sur S2. Ce qu'on anticipe. Le dernier point sur lequel je voulais me focus avant que Pierre parle de la projection, c'est qu'est-ce qu'en disent les clients et qu'est-ce qu'on remarque. Alors là, pour le coup, c'est un point, comme je disais tout à l'heure, hyper révélateur. C'est parlant. Je vais vous présenter 3 chiffres qu'on suit de très près et c'est ces fameux signaux faibles dont je parlais tout à l'heure. Comment est-ce que les clients réagissent lorsqu'ils nous sollicitent et après ces 3 points? Déjà, des durées de closing de mission qui restent longs. Alors, c'est un peu mieux que l'année dernière, on était aux alentours de 30 jours. Quand je parle d'un délai de closing, c'est du moment où le client nous sollicite parce qu'il a un besoin jusqu'à la signature. Donc, à peu près stable par rapport à l'année dernière. Par contre, on est toujours loin des plutôt 10-15 jours de closing, ce qu'on observait avant la crise. C'était 14 jours, de mémoire, c'était 14 jours en 2023, la durée de closing. Donc vous voyez, on est x2. Hein. Mais ce qui est très révélateur de la rapidité de prise de décision, mais ça j'imagine que vous l'avez tous vu hein, sur euh, vos propals en cours, qui c'est du start and stop en continu. Autre axe intéressant, c'est les missions annulées. Alors forcément, quand on regarde pourquoi est-ce qu'une mission a été perdue,
la grande majorité, c'est des projets finalement qui n'aboutissent pas. Les clients sollicitent, ils rencontrent des experts comme vous et finalement, j'ai pas le budget, finalement, je repousse. C'est à peu près stable aussi par rapport à l'année dernière, un petit peu mieux d'ailleurs. Et là, pour le coup, 15-18%, c'est la moyenne. Donc, on revient à la normale, ce qui donne un signal d'alerte plutôt positif. Les clients sont moins prudents et arrivent un petit peu plus à s'engager. Et ça me permet d'enchaîner sur le troisième point, sur la durée moyenne d'une première mission. Que ce soit une nouvelle mission, c'est-à-dire je viens de démarrer ou je suis renouvelée. Là, c'est pareil, on revient à la normale et justement, on revient sur une durée de mission d'à peu près 2-3 mois avant renouvellement, forcément. La grosse différence, c'est que l'année dernière, les clients étaient beaucoup, beaucoup plus prudents et s'engageaient moins longtemps. C'était plutôt, je te prends pour un mois et on verra si on prolonge, un mois, voire deux. Donc là, je le constate, des missions plus longues de 10 jours par rapport à l'année dernière et ça envoie encore un petit signal positif sur cet aspect-là. Complètement aligné. Ça a été un peu l'enfer à gérer pour nous, pour rien vous cacher, sur S2, 24 et même Q1, où on a certains contrats historiques, où on était sur du 6 mois traditionnel, où plusieurs clients nous ont rebasculé sur du 3 mois renouvelable. Là, il semblerait que ça se détende en chouïa ces dernières semaines du mois. Il y a une question qui est posée sur les métiers des banques assurances, RGPD, mise en conformité. Justement, ça fait peut-être le lien avec ce que tu allais dire après. Ouais. Sur la dimension PME versus grand groupe, quelles sont les tendances? Alors, pour répondre à Alex, il faut savoir que juste là où on a une pertinence chez Bloomco pour répondre à l'ensemble de ces questions, c'est principalement sur des grands comptes, hein. On a 80% du portefeuille aujourd'hui qui est SBF 120 CAC 40. Les 20% restants qui sont des scale-up, quelques belles ETI et des fonds d'investissement. Donc sur les PME, pour être rigoureux, je ne pourrais pas me prononcer parce que ce n'est pas notre cœur de marché aujourd'hui. Et justement, on parlait des notes positives sur S2 2025. Ce qu'on anticipe, c'est un marché qui va être plutôt stable et des stratégies qui vont être extrêmement ciblées. Juste pour se rappeler et les zoomer en chouïa, je vous ai repartagé les chiffres qu'anticipe le Syntec sur l'année 2025. Et ce qu'on voit, bon, un marché du conseil global qui va être plus ou moins stable, la stratégie qui est en recul, ça, vous avez vu que, y compris les stratos américains commencent à se délester d'une partie de leur masse salariale. Et en revanche, sur le volet tech et digital, une croissance qui est attendue, notamment portée, on en a déjà parlé, par l'ensemble des projets autour de l'IA, sachant que c'est IA appliqué à l'ensemble des métiers, donc aussi bien la direction supply chain, finance, etc. Là où cette dernière année, on a pu observer une petite baisse des TJM, j'anticipe pas de nouvelles baisses, mais plutôt une certaine stabilité. Pour autant, on a vu une nette différence, notamment sur les grands comptes type CAC 40, qui nous mettent une vraie pression. Une vraie pression sur les délais de paiement. Plusieurs nous ont fait passer de 30 à 60 jours et nous imposent des TJM plafonds de façon bien plus prononcée que c'était historiquement le cas. J'ai fait quelques focus. Évidemment, on ne peut pas parler de tous les sujets, on pourra y revenir sur la phase de questions-réponses, sur les deux, trois typologies de missions qu'on commence à voir ces dernières semaines et qui, à mon sens, devraient se poursuivre sur S2. Un gros sujet, on en a déjà parlé de performance et de cost-cutting. Ça, pour le coup, on le voit exploser là depuis 2 mois à peu près. Des sujets de je vais diminuer le nombre de people dans mes équipes, quel nouvel orga je peux mettre en place et comment est-ce que je gère la phase de conduite du changement. Quels sont les nouveaux processus à mettre en œuvre et comment une partie de ces processus, je peux éventuellement les automatiser. Et là, d'ailleurs, on est en train de monter de très belles équipes pour s'attaquer à des plans de restructuration de jolies boîtes. C'est plutôt sympa comme type de projet. Sur le volet digital, on en a déjà parlé là aussi, mais sans grande surprise,
principalement axés autour de la data. La data pour faire quoi? Pour s'attaquer aux use cases IA notamment et aux automatisations. Là où à l'inverse, tous les sujets e-commerce, acquisition digitale ont quasi disparu et je ne les vois pas revenir sur S2. Et puis, on en parlait tout à l'heure, les directions financières qui doivent aujourd'hui se transformer à plusieurs étages, soit moderniser l'ensemble des ERP, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait ces dernières années, mettre en place, et c'est lié avec les enjeux de la supply chain, une planification à la fois supply et finance qui soit beaucoup plus fine, notamment avec la mise en place de modèles S&OP, et là aussi des sujets d'automatisation. Et si on bascule côté secteur, en focus particulier sur trois secteurs, évidemment sur lesquels on est très présent chez Bloomco, et donc sur lesquels on peut avoir des choses intéressantes à raconter. Sur les services financiers, là aussi, on y revient, beaucoup de projets autour de l'IA. Ils en sont qu'au début sur le service financier. Ils vont à tâtons parce qu'évidemment, il y a tout l'aspect réglementaire qui peut être un peu plus complexe à appréhender pour eux. Aussi, vous l'avez vu, c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus, la SOG qui annonce aussi des plans de coupure de people et de coûts. Et ça, c'est assez global de ce qu'on observe sur ce marché-là. Et puis, toujours des sujets réglementaires qui font que ils sont obligés d'avancer. Et donc, ils sont obligés de faire appel à de la ressource externe pour les accompagner à être à temps sur l'ensemble des réglementations auxquelles ils doivent se soumettre. Sur le volet retail luxe, qu'est-ce qu'on observe? Trois tendances, mais je me répète encore une fois, le deuxième point sur la supply, de gros sujets qu'on voit émerger de leur côté. Là aussi, avec des sujets d'intégration et d'avoir un forecast qui soit plus fin, que ce soit sur la supply amont comme la supply aval. Et là, l'IA peut être, je dis bien peut-être, une solution. Les sujets de CRM qu'on voit se maintenir et se développer avec cet enjeu d'hyper personnaliser la relation client. Là aussi, il y a de plus en plus d'attentes. On en parlait sur la table ronde organisée il y a une quinzaine de jours sur les attentes des clients, notamment dans le secteur du luxe. Et puis, des sujets sur la partie plutôt retail, de performance, puisque les tendances marché de ce qu'on voit là sur le luxe, j'étais chez eux la semaine dernière, ils me disaient autant le digital et e-commerce se portent plutôt bien, autant les performances en boutique sont pas bonnes. Et donc, c'est comment est-ce qu'on aide les forces de vente, notamment en boutique, à l'aide d'outils, mais pas que, à être encore plus performantes. Par rapport à ça, c'est justement le point remonté par Alex. Quand je vois le digital comme moteur, je me demande si c'est pas, ça explique la baisse du marketing, un transfert du marketing traditionnel vers le digital. Peut-être, c'est un bon point. Euh, Moi, je sais pas. Oui, non, c'est un bon point. Dans tous les cas, il y a plus de missions de data que l'année dernière. Donc, c'est sûr, quand on fait la balance et le pourcentage, ça s'équilibre en ce sens. Complètement. Là où déjà, effectivement, les transfos data avaient bien été amorcés post-Covid, mais là, avec les sujets d'IA, même ceux qui avaient du retard, en fait, ils n'ont plus le choix, puisque pour mettre en place des use cases d'IA, la base, c'est la donnée. Donc là, on a vu une vraie nécessité pour l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité, de se mettre à jour, et ce, de façon très, très rapide. Et puis, dernier secteur évoqué sur l'industrie, on y revient, mais c'est vraiment les clés, hein. La supply chain avec l'optimisation et diminuer le risque sur certains fournisseurs qui pourraient faire faillite. Les sujets CSRD, bon, même s'ils ont été, vous avez dû le voir passer dans la presse, décalés de quelques mois, ça reste dans les feuilles de route des directions générales. Et puis là encore, des sujets d'automatisation des processus métiers, que ce soit avec de l'IA ou pas. Et pour conclure, dernier point que je vais évoquer dans la slide sur la typologie des profils qui risquent d'être sollicités. On voit de plus en plus, et c'est assez intéressant, j'en parlais dans les quelques posts LinkedIn il y a quelques semaines, une demande des clients qui souhaitent un profil expert métier, donc un expert finance ou supply, mais qui maîtrise aussi le volet IA.
Et à mon sens, c'est la bonne façon d'ailleurs d'aborder la problématique IA plutôt que d'avoir un expert IA. On part d'une problématique métier, d'une organisation, de processus qui ne sont pas forcément optimisés, et on voit dans quelle mesure, où est-ce qu'il y a des pains, et dans quelle mesure des solutions IA du marché peuvent venir solutionner ces problèmes. Et donc ça, c'est peut-être une reco en mot de la fin qu'on pourrait vous partager, c'est que quel que soit votre métier, communication, Hélène, pareil, là, on a un use case assez intéressant. Un de nos clients qui se posait la question, grosse organisation, de est-ce que l'ensemble des contenus de communication qui sont créés en centrale sont utilisés par l'ensemble des maisons en local. Il y avait quelques doutes et on a développé avec le consultant un outil qui leur permet de injecter l'ensemble du contenu qui est produit par les équipes en centrale et de screener sur l'ensemble des canaux digitaux et de voir le taux de match. Résultat, après quelques semaines de POC, ça a été 5% d'utilisation des contenus produits par le central. Et donc, de grosses optimisations de coûts qui sont possibles, vous l'imaginez. Donc ça, pour illustrer que quel que soit votre métier, une des priorités, ça va être de maîtriser l'ensemble, ou du moins d'avoir une bonne idée 360 des solutions IA que propose le marché et comment elles peuvent venir solutionner des pains dans les organes, dans les process, chez vos clients. Ce que je vous propose, merci pour les questions qui ont été posées au fil de l'eau. On va prendre un petit moment pour ceux qui souhaitent rester pour focus sur certains de vos points, de vos remarques. J'ai réactivé la possibilité micro, donc n'hésitez pas à lever la main ou directement interagir. En même temps, on regarde avec Cassandra s'il y a des questions posées intéressantes, beaucoup de sujets sur la data, forcément. Il y a une remarque de Lilia Oui. sur les projets supply, cost-cutting, opération. Lilia demande si c'est une projection ou c'est déjà actuel. C'est depuis 2 mois. Depuis 2 mois, c'est assez marrant d'ailleurs, hein, parce que c'est venu d'un coup où on les voyait pas trop ouais, depuis début mai. Projet dans le secteur de l'agro, dans le retail notamment. Si je prends les deux derniers exemples là en date où on a monté de belles équipes. Mais ça fait 2 mois et je pense que ça va être une tendance qui s'accélère logiquement sur S2 à partir de la rentrée. Merci pour ce retour. Je me permets d'intervenir. Ça tombe bien, c'est pile dans la cible de mon profil. Ok, bon, mais super. Écoute, et ça devrait s'accélérer. Enfin, on le voit tous les jours dans la presse, le nombre d'entreprises qui annoncent des plans de réduction de people. Et pour autant, une demande de la part des COMEX que l'organisation tourne à peu près pareil avec quelques dizaines, voire centaines de people en moins. Et donc forcément, ça nécessite de repenser l'ensemble des organisations et des processus métiers et surtout d'analyser comment et quelles tâches peuvent être automatisées, que ce soit avec de l'IA ou non d'ailleurs, puisque parenthèse, mais l'IA n'est pas forcément la solution miracle à tous les pains qu'on peut voir chez nos clients. Il y a une réaction de Paul qui demande le scope. Est-ce que c'est plutôt des projets multi-sites, des grosses équipes versus les cabinets d'excellence opérationnelle type Argon ou autres, les projets? Alors, merci Paul pour la question. En réalité, je ne ferai pas de différence parce que là, je vois sur les derniers projets sur lesquels on était sollicité, on était face à du Argon ou autre sur les appels d'offres, hein. Donc, et d'ailleurs, on est de plus en plus face à des cabinets de conseil, hein, en l'occurrence, sur l'ensemble des propals qu'on adresse. Donc, on voit les deux là. Sur l'agro, par exemple, on a été sollicité pour restructurer une des filiales qui se portait pas bien du tout. Et à l'inverse, là, on a un projet sur lequel on répond cette semaine, où là, pour le coup, c'est l'ensemble des sites, y compris le SU, qui est dans le scope sur la réorga complète. Donc, on voit vraiment les deux, ça dépend vraiment des opportunités qu'on peut voir passer. Mais il n'y a pas de règles spécifiques qu'on a observées. Faisons un focus sur l'IA. Il y a pas mal de questions.
Charlie partage que Charlie, tu as l'impression que les clients, ils ont des demandes, ils ont des use cases, mais ils savent pas trop comment évaluer le coût derrière, le ROI. Est-ce qu'on constate ça aussi chez nos clients? On voit deux choses. On voit le profil du client qui voit la solution, et ça fait écho avec ce que je disais à l'instant, qui voit la solution IA comme miracle. Et qui donc vont se mettre à bencher toutes les solutions IA et toutes les startups du marché en se disant qu'est-ce que je peux en faire au sein de ma direction, ce qui à mon avis n'est pas la bonne approche. Et in fine, et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'abord on identifie le pain dans le process et on voit si ce pain-là peut être solutionné soit avec de l'automatisation, soit avec de l'IA. Et si on part sur des use cases IA, l'enjeu, c'est de démontrer une rentabilité à horizon 12 mois. Ça, c'est systématique si le client veut pouvoir débloquer des budgets un peu plus costauds pour les prochaines initiatives. Donc, c'est vraiment clé. Et après, l'autre use case, peut-être le dernier, c'est le client qui nous appelle. Et là, c'est plutôt sur une mission d'expertise. C'est bonjour Bloomco. Bon, moi, je suis directeur supply chain, directeur financier. J'entends parler d'IA partout. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Je ne sais pas trop comment appréhender cette problématique. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on commence souvent avec des missions d'expertise assez ponctuelles sur quelques jours ou quelques semaines pour justement identifier quels sont les pains d'abord dans l'organisation et dans les équipes. Et on voit dans quelle mesure l'IA peut être une solution. Mais là, on a eu plusieurs projets où, in fine, le client pensait que l'IA allait être la solution miracle, mais en fait, on était sur de l'automatisation et pas de l'IA. Automatisation qui est souvent la phase 1 avant de se positionner sur des solutions IA un peu plus complexes et qui nécessitent aussi data d'extrême qualité pour que ça fonctionne bien. Il y a une question d'Alex et je vais rebondir dessus parce que justement, ta question, c'est le lien entre le cost-cutting et l'IA. Est-ce que le cost-cutting se fait plutôt de manière discrète, en sous-marin, ou est-ce que c'est assumé? Moi, je voudrais rebondir sur la table ronde que Cassandra a organisée il y a quelques semaines, table ronde sur l'IA dans le luxe, comment augmenter la relation client et l'expérience client avec l'IA. Justement, ce qui était très intéressant, c'est que côté IA, c'est plutôt un outil qui permet d'augmenter, ça peut être les beauty advisors en magasin par exemple, ça peut être les commerciaux, ça peut être les équipes tech ou même les équipes produits. Donc, plutôt utiliser l'IA pour être plus performant, pour avoir tout de suite une réponse sur un produit, je dis n'importe quoi, ou pour analyser toute la data d'un client, versus j'utilise l'IA pour cuter des jobs. C'est pour ça qu'on parle ici, on parlait vraiment d'IA en tant que collaborateur augmenté. Je trouve que c'est un plus plutôt que supprimer des jobs. Oui, assez aligné. Assez aligné. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, enfin du moins les grands comptes ne sont pas encore dans cette démarche Il y a des craintes, oui, il y a des interrogations, oui, d'où l'importance d'une bonne conduite du changement, et ce, dès les phases de cadrage stratégique des projets. Mais on ne voit pas non plus de programme aujourd'hui, et même en discussion off avec nos clients, où le but du jeu, c'est de couper des têtes qui vont être remplacées par de l'IA. On n'y est pas encore. Pour moi, aujourd'hui, c'est pression sur les coûts, sur les marges et sur mon PNL. Donc, je dois couper et réduire les coûts, qui se fait par la renégociation de contrats historiques, par je coupe des têtes aussi. Et derrière, en phase 2, c'est bon, et parmi les solutions automatisation IA, dans quelle mesure elles peuvent m'aider à faire en sorte d'avoir une organisation qui tourne quasi aussi bien avec moins de people et donc moins de coûts. Mais je ne vois pas encore de grands plans de transformation de l'IA juste pour réduire le nombre de people. Et au contraire, enfin, même sur les dernières missions, il y a plutôt eu, je réfléchis sur une mission qu'on a eu l'occasion pour une PME assez récemment, où il y a eu plutôt un bon accueil en réalité des équipes, contrairement à ce que pouvait anticiper d'ailleurs le dirigeant, parce que ça les a délestés de toute une partie des tâches qui étaient très chronophages. Je prends un exemple très concret pour illustrer. Ils devaient traduire des documents de façon très systématique, ce qui est très chronophage pour eux. Et maintenant, les traductions se font automatiquement avec de l'IA. Et donc, les gens qui étaient en charge de ces tâches-là ont pu être repositionnés sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Donc plutôt un bon accueil aussi des équipes, hein. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une dernière question ou un dernier sujet sur lequel vous voudriez qu'on revienne? Ensuite, on pourra vous libérer. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure, c'est pas simple, mais sur le marché du conseil au global, pas que sur le marché des indépendants, pour parler avec pas mal de patrons de cabinets de conseil. Euh, pour autant, quelques notes d'espoir sur S2, à mon sens, euh, au regard des derniers éléments qu'on peut voir ces semaines. Donc c'est un marché différent de ce qu'on a connu, et on le voit, c'est très différent et compliqué pour les consultants qui se sont lancés Covid, post-Covid, où la vie était très belle, était très facile. Donc, c'est des nouvelles règles du jeu qui demandent aussi d'agir différemment. Mais des opportunités, il va y en avoir. On reste confiant, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert notre bureau à Lille pour se développer sur la région nord, et que d'autres vont venir. On reste assez confiant sur l'avenir, même si effectivement, et des profils plus âgés que moi en seront d'excellents témoins, le marché du conseil est cyclique. Ça a toujours été le cas, et a priori, ce sera encore le cas. Donc c'est la fin du creux de la vague, je l'espère. Donc gardons une note d'optimisme, que ce soit pour les profils juniors comme pour les profils plus seniors. Justement, dernier point pour finir, Amar. Est-ce saturé pour les plus 15 années d'expérience, pour les plus experts, pour les plus seniors? On en a parlé tout à l'heure, on peut peut-être revenir là-dessus. Je ne dirais pas saturé, je dirais à Marc que C'est des vagues. oui, c'est des vagues. Et à l'inverse, rappelle-toi, encore une fois, Covid, post-Covid, où là, l'ensemble des grands acteurs du marché ont lancé de vastes plans de transformation, c'était davantage des profils plus seniors qui étaient demandés par les clients. Et à l'inverse, on avait beaucoup moins de missions pour nos profils les plus juniors. Donc, c'est des vagues qui ne sont pas simples à gérer en tant qu'indépendant, et je le comprends complètement. Euh, mais c'est des vagues. Donc, non, il y a de l'espoir, mais c'est plus compliqué, oui. Parce que pression budgétaire et mathématiquement, un profil plus senior coûte plus cher. Merci tout le monde pour votre temps. On vous enverra les slides et le replay si tout a fonctionné correctement avec nos nouveaux outils. Merci à tous pour vos questions. Avec Cassandra, on est disponible. N'hésitez pas à nous faire un petit mail pour donner des nouvelles ou si vous avez d'autres points sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Merci à tous, très bonne journée. À très vite.